mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Ah, le jacobinisme, quelle plaie, un mal français. À la fin des années 80, Pierre Rosanvallon, un de nos penseurs progressistes, avec François Furet, avait fait un livre qui s'appelait La République du Centre, dans lequel il dénonçait le centralisme, la tradition jacobine française, comme responsable du retard politique sur les pays libéraux de notre démocratie. Aujourd'hui, pourtant, alors que jacobin est devenu depuis cette époque presque une insulte, eh bien, la grande revue de la gauche intellectuelle américaine s'appelle Jacobin, et elle se revendique socialiste. Et puis, Alexis Corbière publie un livre, Jacobin, au pluriel, point d'exclamation, avec manifestement l'idée que c'est une identité, une référence politique positive dont vous vous réclamez? Oui, dont je me réclame avec d'autres. Hein, je le dis à la fin du livre. Il ne s'agit pas de dire que je suis jacobin, ou du moins de proposer à ceux qui s'engagent aujourd'hui en 2020 de se réclamer du jacobinisme. Le terme, justement, mérite d'être reclarifié, c'est l'objet du livre. Mais ceci dit, si je dois me placer dans une grande continuité, oui, je me réclame de ce foyer intellectuel. C'est pour ça que j'insiste à dire c'est aussi au pluriel, parce que c'est un foyer intellectuel et il n'y avait pas de monolithisme. Hein, on va en dire deux mots. D'abord, le club des Jacobins, c'est un club par définition. Un club de pensée. Voilà, il ne faut pas l'identifier à un parti politique. Les partis politiques tels qu'on les connaît aujourd'hui n'existent pas. Disons les choses simplement pour ceux qui l'auraient oublié. Les États généraux se réunissent à Versailles. Bon, et quelques députés bretons font le choix de se réunir dans un café, le café Amaury, à côté de la salle où se réunissent les États généraux, pour un peu se coordonner. Et puis progressivement, après, quand le roi est amené à la suite d'événements, les 5 et 6 octobre, les femmes des Halles qui vont chercher le roi et qui revient finalement à Paris. On est en 1789. Hein. On est en 1789. Évidemment, 1789. Et voilà. Donc tout ça va se réunir du côté du château des Tuileries, à côté du Louvre. Et puis il y a la recherche d'un nouveau local, si je puis dire, pour accueillir ces députés. Et il y avait des religieux qui, jusque-là, dont le siège était rue Saint-Jacob, qu'on appelait les Jacobins, qui possédaient une salle, donc, qui était un ancien couvent, là où il y a aujourd'hui la place du Faubourg Saint-Honoré, et on les appelait les Jacobins. Et là, ils louent cette salle donc à ces députés qui se coordonnent un peu et qui répètent parfois, qui un peu vérifient les discours avant de prendre la parole devant la représentation nationale. Ils échangent des idées. Quoi. Ils échangent des idées. C'est une sorte de think tank. Voilà, ils ne sont pas toujours d'accord. Bon, c'est des gens très inspirés par ce qu'on va appeler simplement les idées des Lumières, le rousseauisme, et puis la volonté de faire que le processus révolutionnaire, même si beaucoup de gens, à ce moment-là, que les choses soient claires, sont d'abord des gens qui ne conçoivent pas leur projet politique au-delà d'une monarchie constitutionnelle avec de nouveaux droits, inspirés fortement par la Grande-Bretagne. Hein. Beaucoup de gens sont très proches de ce qui s'est passé en Angleterre. Le libéralisme politique. Voilà, le libéralisme politique. C'est la Société des Amis de la Liberté. Exactement. Hein, le nom des Jacobins. Et des Amis de la Constitution. Et il y aura aussi l'exemple des États-Unis, qui inspire beaucoup tous ces gens, qui sont souvent, on va dire, des gens qui sont pour une société qui proclame des droits, mais aussi est attaché à la liberté du commerce. Bon. Et puis progressivement, au fur et à mesure des événements, mais on en parle, il ne s'agit pas de refaire une histoire de la Révolution française, il y a dans ce club des contradictions, des ruptures, des scissions, etc. etc. Et on va avoir le grand moment jacobin auquel on fait référence aujourd'hui, c'est de juillet 1793 à juillet 1794, avec la mort notamment, mais pas seulement de Maximilien Robespierre, et aussi 110 de ses copains. On oublie souvent, hein, c'est pas que Robespierre qui se fait liquider, il y a quand même une épuration politique assez violente. La Thermidor, hein, c'est la chute. Voilà, la Thermidor, 27 juillet 1794. La chute de la montagne. Voilà, où ce moment où, dans cette convention, où ce noyau n'était pas majoritaire, mais avait réussi à être un bloc de direction, et eux, ceux qui sont un peu passés à la postérité comme étant les Jacobins les plus célèbres, avaient beaucoup évolué par rapport à ce qui était un peu les débats de ce club en 1789, en prenant au mot, on va dire, la proclamation de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais en en faisant un programme politique et en considérant que la liberté du commerce ne suffit pas, il faut aussi des droits sociaux. Bon, je vais vite, mais bon, moi ce qui m'a intéressé,
et pardon d'être peut-être déjà de glisser, mais c'est que tous ces mots aujourd'hui, on ne sait plus très bien ce que ça veut dire. Mais moi-même d'ailleurs, je me suis interrogé, moi je suis d'une formation politique qui a commencé mon engagement dans des organisations révolutionnaires marxistes, trotskistes, cette matrice intellectuelle qui a marqué beaucoup de militants. Évidemment, je voyais ces jacobins comme étant des révolutionnaires bourgeois, et je m'intéressais plus, et il faut s'intéresser plus évidemment au mouvement populaire, les sans-culottes, etc. Mais il y a quand même dans ce club des choses qui sont tout à fait intéressantes et qui sont aujourd'hui extrêmement caricaturées. Alors moi, si je devais dire, mais je le mets pour m'amuser au début du bouquin, s'il y en a un vraiment qui m'a donné envie de faire le livre, d'aller jusqu'au bout d'un travail que j'avais un peu entamé, c'est Emmanuel Macron. Parce que nouveau député que je suis, avec mes camarades insoumis, on se voit convoqué pour aller à Versailles. Déjà, le lieu, on pourra en discuter, de quelle manière le passé de la Révolution travaille un peu tout ça. Bon, à Versailles, mais là, c'est pour réunir le Congrès. Le président de la République, Emmanuel Macron, réunit tout le monde. Nous, on n'y est pas allés par esprit d'insolence. Mais ce qu'il a dit ce jour-là devant l'ensemble des représentations parlementaires, c'est qu'il proposait un pays, un pacte girondin. Et de ce mot de girondin, qui est un peu dans le débat politique comme une opposée, une antithèse en binôme avec je me suis Jacobin. dit, mais bon, aujourd'hui, Girondin, c'est sympa, c'est cool, c'est décentralisateur, c'est démocratique, etc. Et Jacobin, c'est terrible, c'est centralisateur, c'est brutal, c'est violent, ça annonce les totalitarismes, etc. Et il faut peut-être revenir à ce qui est un peu, bon, voilà. La réalité historique, Voilà, la par réalité opposition historique. à cette grammaire Voilà. politique d'opposition Voilà. Jacobin-Girondin, dans des termes qui sont largement artificiels, mais et fonctionnels en fait, Voilà. à ce qu'on appelait la seconde gauche, ou Voilà. qui s'est avéré un peu être la première droite, Voilà. mais qu'on appelait la seconde gauche dans les années 80, Bah oui, c'est ça qui est intéressant. et qui disait, voilà, il y a la Gironde, c'est-à-dire Brissot, Voilà. les D'abord, bourgeois... comme tu le dis, enfin, vous voyez, comme vous le dites d'abord, les Girondins, c'est un mot qui n'existe pas vraiment au cours de la Révolution française. Hein, c'est d'abord les Brissotins, Les Brissotins, un les personnage de partisans de Brissot, Brissot. qui est un personnage tout à fait intéressant, qui va jouer un rôle très important. Et ce qui les différencie, c'est qu'ils mettent moins l'accent sur l'égalité, hein, c'est ça, que la montagne et les Jacobins Voilà. et Robespierre. Voilà, c'est-à-dire que Ils acceptent la différenciation sociale, ils prennent l'inégalité comme quelque chose, comme une question secondaire et comme une fatalité en quelque sorte. voilà. Et il y a par contre d'autres personnages qui sont un peu ce noyau de Jacobins du grand comité de salut public, qui eux considèrent qu'il faut penser la question des prix, de limiter éventuellement les prix, qu'il faut un État aussi qui intervient et que, on va dire, ce libéralisme économique ne se suffit pas si on prend la Déclaration des droits de l'homme au sérieux et si on pense que la question sociale doit être résolue aussi par le processus révolutionnaire. Il y a le droit à la subsistance. Hein, dans Le droit à la le subsistance. Tu parles Mais de il y la a question aussi un des autre prix. débat qui a lieu aussi avant. C'est pas seulement la question sociale, elle est importante, mais aussi la question démocratique, parce que la question du droit de vote, masculin à l'époque. Mais il n'empêche que certains considèrent que c'est que les citoyens actifs, ceux qui payent l'impôt, qui ont le droit de vote. Et il y a aussi d'autres personnages, une fois de plus, de Maximilien Robespierre ou certains de mes jacobins, de ceux que j'essaie de représenter différemment, qui Dans le livre, on va y venir. voilà, de ceux qui considèrent quand même que tous les citoyens, quelle que soit leur situation sociale, doivent pouvoir voter. Homme, masculin. Il va de soi que sur cette question-là, on pointe aussi un peu ce qui sont les faiblesses de ces jacobins, même si moi j'ai pris le parti quand même dans ces 9 chapitres de présenter des femmes. Elles existaient. On pourra en dire 2 mots aussi. Les femmes jouent un rôle majeur durant la Révolution française. On va venir Ouais. au contenu du livre après, de la manière dont tu as... Mais bon, donc je reviens, jacobin Ouais. caricaturé, Ouais. avec une brûlante actualité, où bien souvent on avait tendance à dire, Jean-Luc Mélenchon, quand on prenait la parole, ça lui est arrivé quasi les premiers discours qu'il a fait à l'Assemblée nationale, et je crois que c'est un député de droite qui a dit, mais c'est du jacobinisme, quasiment. ça comme si c'était du stalinisme. Ah quoi. oui, Enfin, oui, c'est oui. devenu l'équivalent. bon, Alors que et ça, c'est l'opposition... génial. Donc on s'est dit, mais qu'est-ce Ouais. que c'est ? Il faut remettre ça au goût du jour, qui étaient ces jacobins. Bon, on pourrait continuer la liste de... là aussi, la manière dont le girondinisme ou le mouvement girondin est présenté comme positif. J'ai évoqué Emmanuel Macron, mais pas seulement. Je me suis amusé quand même à noter que ce soit Jean-Christophe Cambadélis, on se souvient peut-être de lui, c'était un homme qui, dans un passé lointain, était premier secrétaire du Parti Il a socialiste. dirigé un parti, Oui, là, à l'époque, il y avait un parti qui n'existe s'appelait... plus Oui, vraiment, enfin, il en mais reste des traces, mais... C'est une il y a- part importante dans la tradition Voilà. française, quand même. On Au peut en carbone parler quand même. 14, on arrive à retrouver quelques traces. Donc, mais Jean-Christophe Cambadélis, qui était parfois un théoricien du Parti socialiste, avait écrit un livre un peu après la défaite où il a dit il faudra que demain la gauche soit girondine. Quelle défaite? Parce qu'il y en a eu plusieurs. Non, mais C'est quelle celle de époque? François Hollande. Ah d'accord, la dernière. D'accord, voilà, la D'accord. dernière. Et puis j'ai observé aussi que Ah oui. Robert Ménard,
Je ne mets pas un signe égal entre les deux. Mais Robert Ménard, maire de Béziers, et aussi intellectuel d'extrême droite, lui, il dit qu'il faut aujourd'hui que la droite soit girondine, etc. Et donc ce mot de girondin est utilisé un peu par toute une série de gens. Donc à partir du moment où que ce soit un ancien premier secrétaire du PS qui l'utilise, un dirigeant d'extrême droite, bon, on se dit que le mot il sert un peu à toutes les sauces. Et à l'inverse, souvent le mot de jacobin est utilisé pour stigmatiser. Vous avez bien pointé, aujourd'hui, c'est une autre façon de dire stalinien. Mais ce qui est intéressant, c'est que dire stalinien, c'est une chose. On voit, moi, je suis de ceux qui pensent que le formidable espoir de la révolution russe, l'œuvre réalisée, s'est transformé dans un système totalitaire qui doit être condamné, et le stalinisme doit être condamné. Mais quand on va même à l'origine de la Révolution française, et qu'on va chercher là la source d'un totalitarisme, on comprendra bien qu'il y a un autre enjeu sur l'actualité. C'est que si ceux qui ont fondé la République, en vérité, sont des dictateurs en puissance, sont des Stalines du XVIIIe siècle, eh bien, c'est que les principes même de la République sont totalitaires. Donc là, il y a un enjeu à revenir quand même à la source, parce que moi, j'accepte pas l'idée, bien sûr, qu'il faut avoir un regard critique sur ce grand moment révolutionnaire qu'est la Révolution française, où la violence est là. On peut la condamner, mais c'est une guerre civile, avec y compris des forces étrangères qui viennent pour empêcher la Révolution. Donc il y a une guerre terrible, mais je n'accepte pas cette espèce de tour, de passe-passe idéologique aujourd'hui que l'on veut faire subir à la Révolution française, qui est la matrice de la République, qui est une grande révolution populaire, qui aura un rayonnement mondial. Je n'accepte pas qu'on veuille la ramener à l'origine du totalitarisme. C'est ça l'enjeu. Et je l'accepte d'autant moins que ce contre quoi on lutte, c'est quand même des outils médiatiques puissants. Parce que ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'aujourd'hui, le service public de télévision, pour parler de lui, qui fait des émissions tout à fait bien réalisées, je pense à Secret d'Histoire, Stéphane Bern, homme charmant, onctueux, tout ce que vous voulez, mais n'empêche qu'il y a un problème idéologique. Il reprend ses idées reçues. Voilà, c'est qu'il l'assume lui-même. Lui, c'est un nostalgique des têtes couronnées. Et tout ce travail qui est réalisé par le service public, chaque émission quand même coûte beaucoup d'argent, a un certain succès, est une manière permanente de dire c'était mieux avant la Révolution française. Il cultive cette idée. Voilà. Et alors, et ça, il y a un enjeu idéologique. On a un fil, en vous lisant, on le voit bien, vous rappelez plein de choses à cet égard. Il y a un fil entre François Furet, cette lecture donc qui assimile la révolution, le jacobinisme, l'égalité, la terreur, le totalitarisme d'un côté, et puis la Gironde qui se définit en fait comme acceptation des inégalités, défense du suffrage censitaire, du non-accès de ceux qui n'ont pas assez d'argent aux élections, et l'ouverture d'esprit, le libéralisme, la monarchie constitutionnelle. On sait bien qu'Emmanuel Macron se pense comme un monarque, en tout cas il identifie, il l'a beaucoup prétendu pendant la campagne électorale, et encore aujourd'hui, il le dit souvent à demi-mot, il y a un besoin de monarchie de la part du peuple français qui veut un père, et ce sera lui, ce père, donc il va faire de la pédagogie, puisque les Français sont des enfants. C'est une conception complètement différente, et elle est passée en contrebande, en quelque sorte, de même que la fatale inégalité, la fatalité des inégalités, avec cette idée positive de girondinisme, opposé au jacobinisme. Alors, Stéphane Bern, qui cultive l'histoire sous l'angle des têtes couronnées, cultive en fait cette idée macronienne, girondiniste et de droite, pour le dire tout simplement, de l'ordre politique nécessaire. Voilà. On le sent bien en lisant le livre. Et jacobin, être jacobin, c'est s'opposer à cette fatalité-là, en quelque sorte. C'est-à-dire remettre l'actualité, la lumière sur ces personnages. Et moi, d'abord, il y a des vrais historiens qui travaillent. Moi, je ne suis pas historien, c'est important. Je suis un militant politique. Mais vous avez été prof d'histoire. Voilà, moi, je suis enseignant, prof d'histoire. Dans votre démarche d'homme politique, député de LFI, par une tradition historique. Voilà, il m'a semblé que si on n'a pas de passé, c'est difficile de construire un avenir. Et c'est souvent, dis-moi tes références historiques, je te dirai qui tu es. Du moins, même s'il ne s'agit pas de s'enfermer dans le passé. Mais je crois que premièrement, parce que la politique d'aujourd'hui, c'est l'histoire de demain, que l'histoire d'aujourd'hui, c'est la politique d'hier, etc. Il y a des traditions. Et il y a des traditions, ce qui ne signifie pas, évidemment, reprendre. Mais il y a quand même, de mon point de vue, une longue chaîne du combat pour l'émancipation, dans lequel, évidemment, j'ai parlé tout à l'heure de la révolution russe, des expériences révolutionnaires à travers le monde, qui ont matricé ce qui est le grand combat du mouvement ouvrier des opprimés, dont je me réclame. Mais il s'agit aussi, chaque fois, de le remettre, de lui redonner une modernité. Le mouvement des Insoumis, justement, s'inscrit dans cette tradition, héritier de l'histoire du mouvement ouvrier, enrichi par l'écologie politique aujourd'hui, la critique démocratique, la nécessité d'une révolution citoyenne, l'expérience de toutes nos victoires et aussi nos défaites. Et revenir à la révolution
Révolution française, ça me semble important par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que si on accepte qu'il y a une chape de plomb intellectuelle qui tombe sur cet événement et que le message qui passe auprès de 66 millions de Français, c'est en gros, il y a une erreur historique, ce que dit d'ailleurs François Furet que vous évoquez, c'est-à-dire on aurait pu s'en passer en vérité, parce que finalement la révolution industrielle s'est produite avec d'autres chemins dans d'autres pays, que de violence pour pas grand-chose. Comme en Angleterre, il aurait suffi que la bourgeoisie prenne le pouvoir pacifiquement. Voilà. Et effectivement, en séquençant, comme nous dit Furet, finalement qu'il y a un bon moment de la Révolution et un mauvais moment. Moi, je suis prof d'histoire comme vous. On utilise parfois devant les classes 2 films qui avaient été faits à l'occasion du bicentenaire. Il y a Les Années-Lumière, et c'est le film de Robert Enrico, et j'ai oublié... En 2 volets. Voilà, en 2 volets. Au on a moment peut-être du vu ça. bicentenaire. Voilà, bon, il n'y a pas grand-chose au cinéma, ou pas assez de grands films à vocation pédagogique au cinéma, à la télé, donc on l'utilise parfois devant les élèves, mais il y a 2 parties, et ça dit bien. La première partie, c'est Les Années-Lumière, et la seconde partie, c'est Les Années terribles. En gros, tant qu'il s'agit de proclamer des droits, une liberté formelle, et qui d'abord se situe sur le terrain de la liberté du commerce, des échanges, etc., et débarrassé de toutes les scories, des pesanteurs de l'Ancien Régime, ça va. Mais c'est de faire monter les prix. Voilà, mais sitôt que le peuple lui revendique et prend au mot toutes ces promesses d'égalité et revendique effectivement notre partage des richesses, un contrôle des prix, etc., là, effectivement, cela devient terrible. Alors qu'en vérité, par exemple, les Girondins aussi, quand ils sont en responsabilité, font tirer sur le peuple, répriment, font la guerre à travers l'Europe, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont complètement fausses. Mais aussi, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans ce bouillonnement intellectuel, on parle de Girondins jacobins, mais les Girondins étaient des jacobins. Ce sont des gens qui se sont retrouvés dans le même club, qui discutaient. Et c'est ça qui est intéressant, et qui ont eu des désaccords politiques tout à fait légitimes. On en a évoqué quelques-uns. Qui doit avoir le droit de vote? Faut-il limiter en quelque sorte la liberté du commerce? Faut-il... sur la question de la guerre, il y a eu des débats tout à fait importants. Y a-t-il un droit d'insurrection aussi? Y a-t-il un droit de... Quand les représentants manquent à leurs fonctions et trahissent les représentants? Tout à fait. Et dans quelles conditions? Comment les encadrer? Tout à fait. Ça me fait penser à l'exergue de ce livre sur les Gilets jaunes. Puisque le livre commence dès l'introduction qui s'appelle « Un passé très présent ». Et ça, ça m'intéresse beaucoup en tant qu'historien qui pense que les hommes politiques et tout le monde doivent s'engager. Non mais moi, ce que font les non-historiens de l'histoire, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Et c'est pour ça que je le dis. Moi, là où je vous admire, c'est que vous êtes à la fois un intellectuel et un universitaire, mais vous avez à cœur, avec cette émission... Non mais c'est important. Non mais je ne le dis pas pour flatter, mais c'est important parce que je pense, et c'est un appel que je lance à ceux qui sont des vrais savants, qui sont des profs d'université, aidez-nous à faire de l'éducation populaire. C'est important cette affaire, parce que les autres en font. Quand je dis les autres, j'en ai appointé. Les Stéphane Bern, les Laurent Deutsch, etc., Jean Sévilla, le Figaro Histoire, eux, ils matraquent, ils ont des moyens importants. Et nous, on a besoin d'avoir aussi des outils, parce qu'un livre, c'est aride parfois, mais des outils plus facilement qui permettent cette transmission, pour que aussi il y ait, comment dirais-je, une transmission de l'histoire qui ne soit pas effectivement surplombée par cette histoire un peu réactionnaire et nostalgique de l'Ancien Régime. Alors, parmi les grandes figures, je sais que c'est un des premiers tomes que vous aviez fait de votre série. Bon, il y a Gérard Noiriel et son travail magnifique, mais il y a beaucoup d'autres choses qui ont lieu. Et alors, je parle beaucoup, mais la question des Gilets jaunes, c'est ça qui m'a intéressant. Les Gilets jaunes sont les nouveaux sans-culottes. C'est l'exergue de l'introduction, donc référence historique. Et de fait, on sait que dans le mouvement des Gilets jaunes, qui est pourtant censé pas être très cultivé, correspond à des classes populaires qui ne sont pas très diplômées, la Révolution française est une référence permanente. Mais ça s'est vu. Au début du mouvement des Gilets jaunes, les premières choses que les gens ont exhibées, il y avait un drapeau bleu-blanc-rouge, les gens mettaient des bonnets phrygiens. Sur les Gilets jaunes, au feutre, il y avait bien souvent des références à 1789. Les gens chantaient la Marseillaise, mais dans sa dimension, on comprenait bien que c'était pas seulement comme un supporter d'un match de foot, mais dans sa dimension révolutionnaire. Je rappelle que c'est quand même un chant révolutionnaire qui appelle le peuple à se mettre en état d'insurrection et aux armes. C'est le chant de guerre de l'armée du Rhin contre l'Europe monarchique, qui est en guerre pour punir la République française et rétablir le roi. Je le dis au passage, parce que parfois des amis, je comprends très bien, disent il y a quand même des paroles violentes. Oui, d'accord, mais quel honneur, quelle fierté, je pense, pour un pays d'avoir un chant révolutionnaire pour hymne. C'est autre chose que toute une série d'autres pays où on a des chants avec des références parfois religieuses, je ne sais trop quoi. C'est quand même un chant qui s'est forgé dans un moment particulier de notre histoire où le peuple mobilisé a défendu la Révolution. Bon. Et alors, tout ça est très présent. Là encore, on se reparle à un moment où il y a eu un scandale il y a 3 semaines, parce qu'à l'occasion d'une manifestation, des gens, avec l'esprit bien sûr que tout ça est violent, et vous et moi, on n'est pas pour la peine de mort ni quoi que ce soit, mais les gens criaient Louis XVI, on t'a guillotiné. C'était à l'occasion du 21 janvier. Macron, on peut recommencer. Et ça a fait scandale. Il y a eu énormément de guillotines qui ont été mises sur les ronds-points dès les mois de novembre, décembre, au début du mouvement des Gilets jaunes. Et moi, je ne crois pas que les gens le faisaient par volonté de rétablir la peine de mort, c'est pas ça le sujet, mais dans une volonté de dire attention, la révolution,
pourrait revenir si vous n'écoutez pas le peuple. Bon, alors ça nous intéresse, parce que ça montre que, ce qu'on disait tout à l'heure, premièrement, on apprend à tous les Français, à l'école, qu'il y a une grande révolution populaire qui a mis un terme à une grande monarchie, une des plus puissantes d'Europe, etc., et qui a proclamé des droits. Et ça fait quand même quelque chose de plutôt positif, parce qu'on a un peuple, souvent, on a tendance à dire que le français, dans son sens général, c'est-à-dire ceux qui vivent sur ce territoire, qu'ils soient de nationalité française ou pas, on a une culture de la mobilisation, ce qui est tout à fait bien. Je crois que ça vient aussi de cette éducation sur le fait que ce grand moment, que notre pays est né finalement, et je vais dire ça, peut-être que ça choquera, mais moi je pense que la nation, elle naît justement, ce qui fonde la nation, c'est le pacte politique qui naît de la Révolution française. Sinon, nous sommes quoi? Une histoire basée par des dynasties. L'aristocratie. Voilà. Et c'est d'abord ces droits politiques qui sont proclamés qui fait que nous pouvons nous retrouver comme peuple. Et ce qui est passionnant, c'est que ça naît dans un moment révolutionnaire, qui brise un ordre ancien, qui proclame des droits nouveaux. Certains sont mis en place, d'autres ne le sont pas. Ça ne reste que des promesses. Et tout ça, 200 ans plus tard, ça travaille encore. Quand les gens se mobilisent, eh bien, ils font encore référence à ça. Donc, d'où l'intérêt, on aura bien compris, d'étouffer les gens et leur dire « Vous êtes fous, ne vous réclamez pas de la Révolution française, en fait, ça n'est que brutalité. » Crime de masse potentiel. Voilà, crime de masse, vous êtes en fait des nazis, des fascistes, vous allez ouvrir le goulag. Voilà, donc... De cette controverse d'ordre idéologique, en vérité, il y a quelque chose de profondément politique. Moi, je pense qu'il n'y a pas de victoire politique, même au sens électoral du mot, sans préalablement de victoire idéologique et culturelle. Et si nous laissons nos adversaires politiques, ceux qui vraiment défendent ce système injuste sur le plan financier, avancer sur le terrain idéologique et culturel, alors nous serons en difficulté. D'abord, la bataille, vous savez, pour se proclamer une fois de plus, pour imaginer un monde nouveau basé sur des droits d'égalité et de justice entre les citoyens, on le fait d'abord pour des questions idéologiques. Et si il est répété que chaque fois qu'il y a eu des grandes expériences révolutionnaires à travers le monde, tout ça s'est fini par une barbarie et un bain de sang, les gens se disent au bout d'un moment, on ne peut pas faire autrement, etc. Donc vous voyez, c'est pourquoi moi, je prends le temps, mais après beaucoup d'autres, de faire aussi ce bouquin. Par ailleurs, j'ai pris plaisir moi aussi à travailler sur ces personnages, mais je pense qu'il y a un enjeu d'actualité, à les défendre, à en parler à hauteur d'hommes et de femmes, je l'ai dit tout à l'heure, et puis aussi à des personnages que je suis plutôt heureux de faire connaître parce qu'ils étaient moins connus. La manière dont vous avez procédé pour faire quelque chose comme l'éducation populaire, c'est-à-dire faire vivre ces catégories politiques qui sont devenues inutilisables, en tout cas qu'on a tenté de diaboliser, que ceux qui se réfèrent aux Girondins ont tenté de désamorcer et qui nourrissent l'exigence d'égalité qui est propre à la société française. Vous y êtes pris d'une manière que je trouve très judicieuse, par le biais biographique, qui est un biais finalement facile d'accès, puisqu'on suit les personnages dans leurs itinéraires, et en même temps ce qu'engagent politiquement ces itinéraires, avec 9 personnalités, de Danton à Billaud-Varenne, en passant donc par Couthon, Robespierre, Saint-Just, Jean-Baptiste Bellay, et une femme, Pauline Léon, la citoyenne révolutionnaire. Comment est-ce que vous avez opéré ce choix? Pourquoi ces 9-là? On voit bien que Robespierre est un personnage emblématique. Danton aussi, on l'a d'ailleurs souvent un peu artificiellement opposé à Robespierre. Qu'est-ce qui a présidé au choix? Comment est-ce que vous avez procédé pour décider? Il y en avait certains, ça me semblait obligé d'en parler. Parler des Jacobins sans s'exprimer sur Robespierre, Saint-Just, Danton, c'est compliqué. Oui, parce que ce sont les personnages dont la mémoire est parvenue jusqu'à nous, mémoire déformée. Mais voilà, ça reste... Donc il fallait en parler. Et puis après, il m'a semblé important de parler des femmes. Je le fais trop peu, j'ai envie de dire, mais j'invite tous les jeunes historiens à travailler sur les archives pour que nous ayons des personnages révolutionnaires de femmes et pas seulement Olympe de Gouges. Moi, j'ai rien contre Olympe de Gouges, mais elle est devenue vraiment, je vois à l'Assemblée nationale, il y a un buste d'Olympe de Gouges, la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, tout ça est bien, mais pas non plus d'anachronisme. La déclaration des droits de la femme et de la citoyenne ne pèsent pas sur les événements de la Révolution française. Elles sont imprimées à 5-6 exemplaires. Et il y a des historiens qui travaillent, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de débouché j'entends bien. Oui, vers le grand public. Je pense que ce soit Dominique Godino avec les tricoteuses, etc. Bon, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites, mais moi, là, je parle notamment de Pauline Léon et aussi Claire Lacombe. Bon, il y a ces personnages ce que j'ai aimé, c'est que c'était des femmes populaires qui se battent notamment pour porter les armes, qui est une manière pour elles aussi d'exercer leur pleine citoyenneté. Voilà, qui était une question importante.
parce qu'on a une vision parfois où on a l'impression que c'est que à travers le droit de vote. Les femmes n'avaient pas le droit de vote, mais leur pleine citoyenneté s'est exercée aussi dans ce droit, notamment d'organiser des brigades de femmes qui défendaient les acquis de la Révolution. Donc voilà, après, il y a un personnage, disons, il faut en dire deux mots, parce que moi je l'aime beaucoup, c'est Jean-Baptiste Bellay. Alors voilà, un autre aspect, voilà, le député noir. Voilà, premier député noir. C'est important parce que, parlons de lui, c'est quelqu'un qui naît au Sénégal, emporté comme un esclave enfant avec sa mère, qui arrive dans un bateau sur l'île à Saint-Domingue, qui était vraiment la perle de la monarchie française, des colonies françaises. Ce qui a de passionnant et terrible dans ce débat, c'est de voir comment, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, 1789, des droits sont proclamés, mais les colons sont là, font pression. On explique que si on lâche Saint-Domingue, les Anglais vont mettre la main dessus, etc., etc. Donc tout un débat, et on maintient l'esclavage. On maintient l'esclavage, avec des débats passionnés. Alors, il y a des beaux personnages qu'il ne faudra jamais oublier. L'abbé Grégoire, dont on parle peu, des gens de la Société des Amis des Noirs. Déjà, il y a des sociétés d'avant-garde qui imaginaient quand même l'égalité entre les citoyens, la fin de l'esclavage. Mais même dans les premières années de la Révolution française, dont on nous dit qu'elles sont les années lumineuses, il n'empêche que cette affaire-là n'est pas réglée. Robespierre... qui menait ce combat, qui le menait parfois avec un manque d'informations, etc. Mais à cette phrase terrible où il dit « mais périssent nos colonies plutôt que les principes », encore dans ce débat de 1790. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'on les perde? Oui, parce qu'on lui dit « on va perdre nos colonies si on abolit l'esclavage ». Lui, périssent nos colonies plutôt que nos principes, mais il n'est pas entendu. Et puis progressivement, c'était une société terrible, très hiérarchisée. Il y a les libres de couleur, qui étaient un peu les métis, qui... Société locale, sur place, à Saint-Domingue. Voilà. Mais les libres de couleur obtiennent à partir de 1791-92 l'égalité des droits avec les Blancs. Et alors on envoie sur place des représentants de l'Assemblée pour dire au moins les libres de couleur auront égalité des droits avec les colons blancs. Mais les colons blancs bornés, réactionnaires, ne voulant pas remettre en cause cette société ultra hiérarchisée, c'est une grosse perte refusent ça, voilà. Et les représentants de l'Assemblée, d'un seul coup, se retrouvent dans une situation où ils sont pourchassés par ces colons blancs, ils ont été envoyés, ils sont partis en bateau, etc. Et sur place, il y a une révolution qui a lieu, une révolution dans la révolution, où les esclaves noirs se soulèvent. Et ça va beaucoup plus loin que seulement l'égalité entre les blancs et les libres de couleur. Le 29 août 1793, l'esclavage est aboli à Saint-Domingue. Alors, au cours de ces combats, il y a nombre de figures qui sont apparues d'anciens esclaves qui avaient reçu une éducation tout simplement lire et écrire, une éducation militaire. Il y en a un qui est Jean-Baptiste Bellay, qui était perruquier jusque-là, qui avait participé à des troupes françaises aux côtés... ils avaient participé à la bataille de Savannah, à ces troupes françaises qui avaient été données, qui avaient lutté contre les Anglais pour l'indépendance de ce qu'allaient être les États-Unis. Donc lui, il connaît un peu le maniement des armes, etc. Il a joué un rôle important dans ce soulèvement révolutionnaire et il est élu député. Il y a 6 députés qui sont élus, 2 blancs, 2 métis libres de couleur et 2 noirs qui prennent le bateau pour aller dire à la Convention que le mandat qui a été donné, comme quoi il y allait avoir une égalité uniquement entre les libres de couleur et les blancs, ils sont allés beaucoup plus loin et que désormais l'esclavage est aboli. Ils prennent le bateau, aventure, en chemin, les colons blancs essaient de les assassiner à New York, etc. Bon, incroyable, ils débarquent sur le sol français, ils sont encore embêtés, des policiers les pourchassent, etc. Des calomnies sont dites sur eux. Et ils arrivent enfin, je vais vite, le 4 février 1794, 16 pluvieuses en 2, où ils rentrent dans la Convention et ils viennent annoncer, après qu'on ait vérifié leur mandat, qu'ils étaient vraiment députés, et ils viennent annoncer que l'esclavage a été aboli à Saint-Domingue sous les applaudissements et la Convention décide l'abolition de l'esclavage. Alors, je répète la chronologie. 1789, Révolution française, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, et il faut attendre le 4 février 1794 pour que vraiment l'esclavage soit aboli. Voilà, ça montre qu'une révolution, c'est une dynamique politique, une dynamique. Et qu'il y a des événements progressivement qui s'enchaînent, des questions qui sont réglées au fur et à mesure, des forces de résistance qui se mettent en place sitôt qu'il y a des droits qui sont proclamés pour que véritablement ça n'aille pas jusqu'au bout, mais aussi un processus révolutionnaire qui va se perpétuer dans cette révolution, de cette révolution dans la révolution. Voilà, Jean-Baptiste Bellay, c'est lui qui prend la parole devant la Convention et qui raconte ce qui a eu lieu, il sera applaudi, et il y a un magnifique tableau de Girodet qui le représente en tenue de conventionnelle. Et j'ai fait la demande avec tous mes amis du groupe France Insoumise auprès du président de l'Assemblée nationale, Richard Fécamp, pour que ce tableau qui actuellement est dans un petit musée quasi inconnu, tu sais, au château de Versailles, il y a tout ce qu'on visite, mais il y a aussi un petit musée qu'avait fait sous la Restauration les rois de France. Et ce tableau est là, et j'aimerais bien qu'il revienne à l'Assemblée nationale.
Parce que, bah oui, parce que l'Assemblée nationale, pour le dire les choses crûment, il n'y a pas de noirs, il y a peu de représentation de citoyens de couleur. Et je trouve que ce serait un beau symbole de ce révolutionnaire en tenue de conventionnel, représenté par Giraudet, de ce Jean-Baptiste Bellay, personnage quand même extraordinaire. Et le jacobinisme, donc c'est ça, c'est un moment Alors, où lui, on il est reçu accueille devant les Jacobins, en applaudissant voilà. quelqu'un qui annonce l'abolition de l'esclavage. Voilà. C'est-à-dire qu'on a une avance extraordinaire sur ce que le 19e siècle ensuite sera, puisque Bonaparte, les thermidoriens et puis Bonaparte qui leur succède, l'esclavage est rétabli, bien sûr, et il faut attendre 1848. Schœlcher, et même Schœlcher, l'œuvre de Schœlcher est magnifique, mais je rappelle que... Oui, et je rappelle que Schœlcher, ils vont indemniser les maîtres d'esclaves. Il va y avoir de l'argent qui va leur être donné en compensation à l'abolition de l'esclavage. Il va de soi que la Convention jacobine, elle, considère que l'abolition de l'esclavage ne mérite évidemment aucun remboursement ni indemnisation vis-à-vis des esclaves. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'à travers ces femmes, ce personnage Jean-Baptiste Bellay, ou des personnages plus en couleur encore, John Oswald, qui était un Écossais végétarien, qui avait découvert une espèce de culture végane, je veux dire, avec des mots modernes. C'est le 5e portrait de cette galerie de 9 portraits. Voilà, donc on aura compris que j'ai essayé, et pardon de ce côté un peu de ces catégories faciles, mais il y a les incontournables. J'ai cité Robespierre, Saint-Just, Danton, ou des personnages importants, Barrère, Billaud-Varenne, etc. Mais j'ai aussi tenu, à travers le personnage de John Oswald, de parler de ces étrangers dans la Révolution. Ils sont très importants, ils vont s'impliquer. John Oswald, il meurt les armes à la main en Vendée à lutter contre les contre-révolutionnaires. Les femmes, trop souvent oubliées, même s'il y a ce film magnifique de Pierre Scholler, Un peuple et son roi, qui hélas n'a pas trouvé, je trouve, son public, mais film extraordinaire où les femmes jouent un rôle important. Jean-Baptiste Bellay, etc. Bon, pour essayer de montrer que toutes ces contradictions, et puis aussi, je ne cache pas que ces personnages se sont affrontés. Moi, c'est pas que j'ai réhabilité Danton, il n'avait pas besoin de moi, mais moi, je suis plutôt un robespierriste. Mais arrêtons de considérer que parce qu'on apprécie l'apport de Maximilien Robespierre, on doit considérer Danton comme un salaud et un pourri. C'est plus compliqué. Il y a des travaux d'historiens, vous en avez invité certains, je crois, qui démontrent que déjà le caractère de corruption de Danton est plutôt discutable. Mais il faut donner beaucoup plus d'importance qu'il en a eu aussi à l'époque. On a construit une opposition à des fins de disqualification des Jacobins entre Robespierre et Danton, en particulier au moment de la célébration du bicentenaire, quand se joue cet enjeu très contemporain. Ou même du centenaire. Enfin, lors du bicentenaire, c'est le film de Wagner. Voilà. C'est-à-dire que la Troisième République bourgeoise, pour le coup, qui a besoin aussi de figures révolutionnaires qui sont moins radicales sur les questions sociales que l'était Maximilien Robespierre, va vraiment mettre en avant Georges Danton, à tel point que place de l'Odéon à Paris, on va là où habitait Danton faire cette statue. C'est le personnage qui sauve c'est le patriote, celui qui soulève Bon, mais alors ça aussi c'est passionnant parce que ça montre que l'histoire est toujours politique en vérité. Il y a des choix qui sont faits et après la montée en puissance du Parti communiste, qui va jouer un rôle très important à l'université, va beaucoup utiliser le personnage de Robespierre. Bon, il y a Albert Mathieu qui est connu dans des controverses historiques où finalement c'est plus, on va dire, le Parti radical et les naissances du mouvement ouvrier, Parti socialiste, Parti communiste qui s'affrontent à travers des personnages. Moi, j'ai envie de dire qu'il y avait une intensité du débat intellectuel à l'époque que nous n'avons plus de la même façon aujourd'hui et on peut continuer à s'engueuler sur Robespierre-Danton, mais comment dirais-je, prenons-les tous pour nous, c'est-à-dire tous étaient des figures révolutionnaires de toute façon, qui ont fait des erreurs et des choses magnifiques, et moi je voudrais pas que tout soit emporté d'un seul coup, et que les seuls personnages de la Révolution française que retiennent les nouvelles générations, c'est Marie-Antoinette et Louis XVI, tel que c'est parfois le cas, non mais à travers les différentes expositions, parce que c'est des personnages minuscules par rapport à ces femmes, ces hommes, qui cherchaient à construire un monde nouveau, à proclamer des droits auxquels personne ne croyait, n'avait jamais vu en application ailleurs, et qui, en même temps, qui font tout ça, font la guerre, construisent, proclament une république, etc. Comme a dit l'historienne Sophie Vanish, il y a un trésor à redécouvrir de la Révolution française qui est occulté que les médias mainstream, il faut bien le dire, et que l'histoire mainstream travaille à occulter en mettant en avant des histoires à la Paris Match ou à la Point de vue Image du Monde qui sont des anecdotes sur la vie privée et le destin individuel des souvent fatal des aristocrates, quoi. Et ce qui me permet de dire aussi, c'est qu'à la fois, bon, moi je parle de personnages, et moi j'ai le goût des biographies, j'aime bien, mais je n'oublie pas évidemment que ce qui nous intéresse, c'est aussi les mouvements populaires, le mouvement des masses. Mais je crois que ça ne s'oppose pas, le fait qu'on soit sensible au mouvement des opprimés. Je pense à Gérard Noiriel, son histoire populaire, c'est l'histoire des opprimés, il a raison. Mais ces mouvements d'ensemble ne nous empêchent pas, me semble-t-il, aussi de s'intéresser à des parcours individuels de femmes et d'hommes qui, parce que pour toute une série de raisons, ont le caractère à un moment donné de jouer un rôle qui va aussi être un rôle
qui pèsent sur les événements. Et ils sont emblématiques. Oui. D'un côté, ce sont les acteurs, petit, et en plus, ils sont ouais, représentatifs. Ouais, ça c'est vrai, ils sont représentatifs, mais je crois aussi, quand j'étais plus petit et militant, j'évoquais trotskiste, etc., on disait les masses, mais je ne défends pas les grands hommes ou les grandes femmes, c'est pas ce que je veux dire, mais aussi il est important que quand il y a des événements, il y a des personnages, des personnalités qui, parce qu'elles disent non, parce qu'elles se dressent, parce qu'elles ont le courage, qu'elles risquent leur vie, etc., jouent aussi un rôle particulier. Et je ne voudrais pas qu'en faisant uniquement de l'histoire, vous voyez ce que je veux dire, une sociologie des grands ensembles, ou des grands groupes, on oublie l'importance que peut avoir un engagement individuel. C'est une dialectique entre les deux. J'espère qu'on me comprendra. C'est-à-dire que je n'ai pas le goût des grands personnages. Je ne pense pas que l'histoire s'écrit uniquement à travers le génie de tel ou tel. De toute manière, ce qu'on va appeler un grand personnage est un concours de circonstances entre des événements, etc. Mais il y a aussi les caractères. Et moi, je puise là quand même une leçon à tout le monde. Engageons-nous, parce qu'on peut peser sur les événements. Et il faut aussi, nous... voir que dans des événements politiques, il y a des gens qui ont accumulé des expériences, qui ont un courage particulier, qui vont... Et il ne faut pas jouer tout le temps un peu entre nous au jeu de massacre ou à considérer que ça n'a aucune importance. On comprendra ce que je veux dire, mais... c'est aussi une manière de lutter contre le fatalisme, le déterminisme intégral, Et puis voir les erreurs qu'ils ont fait. Moi, je suis robespierriste et je pense que Maximilien Robespierre se trompe à la fin, particulièrement la manière, sans doute due à la fatigue aussi, à l'excitation générale, la manière dont il menace un peu tout le monde. On connaît ce discours du 26 juillet 1794 où devant la Convention, il dit à tout le monde attention. Et juste avant sa chute. Et voilà, et il rassemble des oppositions contre lui. Sans doute, c'est une discussion qu'on a souvent avec Jean-Luc Mélenchon. La manière dont ils sont un peu hébétés face à cette convention qui se dresse contre eux est sans doute due aussi à l'état de fatigue physique et psychologique. Tout ça nous ramène à ce que l'histoire, c'est de la pâte humaine. Voilà. Et on peut, par moments, se tromper parce qu'on a des mauvaises informations, parce qu'on est épuisé, etc. Donc, une fois qu'on l'a compris, ça peut peut-être excuser le fait qu'il ne s'agit pas de s'arrêter uniquement sur telle ou telle erreur de personne. Le personnage parfait n'existe pas, de toute manière. Ou du moins, ce serait terrifiant d'imaginer qu'il existe. Mais on a effectivement des révolutionnaires, des gens qui, en plus, s'affrontent à quelque chose qui n'a jamais existé dans le monde. Il n'y a pas de modèle. Bon, ben ça, lisons des livres, écoutons les historiens pour essayer, nous, modestement, dans tout ça, d'avoir un peu de lucidité sur les événements en se disant peut-être que dans le passé, il y a telle ou telle chose qui ont été faites. Moi, c'est comme ça que j'aborde les choses. Merci beaucoup, Alexis Corbière. J'ai beaucoup apprécié ce livre. La matière historique dont se saisit alors quelqu'un qui a une forte culture historique, qui est professeur d'histoire comme c'est votre cas, mais pour s'adresser au plus grand nombre, en prenant des biais, notamment celui de la biographie, pour faire vivre finalement cette histoire auprès des gens, pour qu'ils en fassent quelque chose, pour qu'ils la connaissent, pour qu'ils se l'approprient. Ça correspond à ce projet aussi culturel, de culture politique à nourrir, à alimenter, à faire vivre. Merci beaucoup. Merci à vous.